Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle exploration. Je suis ravie de lancer la session d'aujourd'hui. Salut, ouais, moi aussi. C'est une mission qui s'annonce assez stimulante en fait. Complètement, parce qu'elle va nous pousser à examiner nos propres réflexes, vraiment sous un microscope. On va plonger au cœur d'un document source qui est assez fascinant. C'est le mot, surtout quand on voit sa taille. C'est ça. C'est un extrait très concis, il est divisé en 3 chapitres distincts et il avance une promesse qui est pour le moins audacieuse, quoi. Très audacieuse, oui. Ce texte prétend nous livrer 3 techniques fondamentales, des techniques presque absolues pour influencer les autres. Donc pour quiconque cherche à affiner sa compréhension des dynamiques interpersonnelles, c'est un terrain d'analyse parfait. Et l'objectif de notre analyse aujourd'hui, ce n'est pas juste de survoler ces règles. Non, surtout pas. On cherche vraiment à en extraire la moelle épinière. On veut transformer ces principes qui, au premier abord, peuvent sembler d'une simplicité un peu trompeuse, en de véritables grilles de lecture psychologique. Des trucs applicables au quotidien pour notre auditoire. Exactement. Et ce qui saute aux yeux dès la première lecture de cet extrait, c'est que l'approche proposée prend le contre-pied total de nos instincts de base. Totalement. Face à un obstacle ou un refus, la nature humaine a tendance à vouloir, tu sais, forcer le passage. On veut imposer notre vue. Or, ce texte suggère que la véritable influence s'opère dans la subtilité, pas dans la contrainte. Et c'est un point de départ essentiel pour aborder cette analyse. Le document qu'on étudie aujourd'hui ne propose absolument pas un manuel de manipulation par la force. Non, pas du tout. Ni un guide de coercition d'ailleurs. Il dessine plutôt les contours d'une influence organique. Une influence qui est basée sur une compréhension presque clinique de la psychologie humaine. Clinique, oui, c'est le bon terme. L'idée maîtresse qui traverse ces 3 chapitres, c'est que l'influence ne naît jamais de la pression externe qu'on exerce sur un individu. Jamais. Elle naît de la capacité à entrer en résonance avec la mécanique interne de cet individu. Et ça, c'est un changement de paradigme exigeant. Au lieu de considérer l'autre comme un objet à déplacer dans la direction voulue, Comme un pion sur un échiquier, en gros. c'est ça. Au lieu de ça, le texte invite à le voir comme un système complexe, dont il faut comprendre les leviers de motivation interne. Ce qui nous amène directement à l'analyse du chapitre 1. Et ce chapitre s'ouvre sur une allégorie qui est particulièrement frappante. Ah oui, l'image de la ruche. Ouais, je donne la citation exacte du texte. L'auteur dit: Si vous voulez récolter le miel, ne bousculez pas la ruche. Ne critiquez pas, ne condamnez pas et ne vous plaignez pas. La critique met les gens sur la défensive. C'est tellement visuel. L'image de la ruche est brillante par sa simplicité. Le miel ici, ça représente l'objectif de toute interaction. Ça peut être obtenir un accord, une collaboration de qualité ou simplement désamorcer un conflit. Le résultat positif qu'on recherche, quoi. Voilà. Et notre instinct primaire, lorsque ce miel nous échappe ou qu'une situation nous frustre, c'est de donner un grand coup de pied dans la ruche. On s'énerve, on secoue tout. Et le texte définit très précisément ce coup de pied. C'est la critique, la condamnation ou la plainte. Et cette énumération de verbes, elle mérite vraiment qu'on s'y arrête une seconde. Ne critiquez pas, ne condamnez pas et ne vous plaignez pas. Le texte identifie ici 3 degrés de ce qu'on pourrait appeler une agression verbale ou psychologique. 3 nuances différentes, oui. La plainte, d'abord, c'est souvent une attaque passive, un peu diffuse. Genre soupirer bruyamment ou faire des remarques générales sur le fait que rien ne marche. Exactement. Ensuite, tu as les critiques. Là, ça cible une action ou un comportement spécifique, de manière directe. Ton rapport est en retard. Voilà. Quant à la condamnation, elle va beaucoup plus loin. Elle s'attaque à l'identité même de la personne. Tu es incapable de rendre un travail à l'heure. C'est ça. Mais l'élément central de ce premier chapitre, il réside dans la toute dernière phrase. La critique met les gens sur la défensive. Et ça, c'est puissant. D'un point de vue cognitif et comportemental, c'est une dynamique implacable. Lorsqu'une critique est émise, le cerveau de celui qui la reçoit ne l'analyse pas comme une information neutre, ni comme un axe d'amélioration constructif. Non, il l'aperçoit comme une attaque. Il l'aperçoit comme une menace vitale, oui. Et face à une menace, le cerveau humain a des protocoles de sécurité très très anciens qui s'activent, n'est-ce pas? C'est là que l'analyse devient hyper concrète pour notre auditoire. Qu'est-ce qui se passe vraiment, neurologiquement parlant, quand on met quelqu'un sur la défensive? L'attention de l'individu bascule intégralement. L'énergie mentale qu'aurait pu être allouée à la compréhension d'un problème ou à la recherche d'une solution mutuelle. La production du miel, pour reprendre notre allégorie. Tout à fait. Cette énergie, elle est soudainement réquisitionnée pour bâtir des boucliers. C'est un pur réflexe de préservation de l'ego. Donc la personne
arrête d'écouter. Elle va chercher à se justifier, à minimiser sa responsabilité, ou pire, elle va contre-attaquer pour neutraliser la menace que tu représentes. La bande passante cognitive disponible pour l'écoute active tombe littéralement à zéro. Zéro. Le canal d'influence est donc instantanément rompu. Complètement rompu. Mais attends, il y a une objection logique qui vient immédiatement à l'esprit quand on lit cette règle stricte. Laquelle? Si on s'interdit totalement de critiquer ou de se plaindre, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans une forme de complaisance toxique? Ah, la peur d'être trop gentil. Oui, imagine la situation. Si un collègue rend systématiquement un travail bâclé, ou qu'un prestataire ne respecte jamais ses engagements. Ne pas secouer la ruche, est-ce que ça revient à accepter l'inacceptable? Comment le texte permet-il de concilier cette règle de non-critique avec la nécessité de corriger un vrai dysfonctionnement? C'est la ligne de crête de ce premier principe, et c'est une distinction cruciale à faire. Le texte ne prône aucunement l'aveuglement ou la passivité. L'absence de critique n'est pas synonyme d'approbation. D'accord, c'est quoi alors? Il s'agit en réalité d'une stratégie de désarmement pacifique. Le but, c'est de séparer le problème de l'identité de la personne. Reprenons l'exemple du travail qui ne correspond pas aux attentes. Ok. Critiquer, ça consisterait à dire « ce rapport est rempli d'erreurs, c'est inacceptable de fournir un tel brouillon ». Résultat, la ruche est bousculée, les abeilles attaquent, la défensive s'active. La stratégie du texte implique de retenir cette pulsion d'attaque. Il faut aborder le problème sous un angle purement factuel ou orienté vers l'avenir, sans jamais incriminer. Donc, formuler les choses autrement. En évitant la condamnation, on maintient l'interlocuteur dans un état psychologique réceptif. C'est une discipline mentale redoutable, et c'est le prérequis absolu. Tant que l'interlocuteur est occupé à défendre son ego, aucune influence positive ne peut opérer. On nettoie donc le terrain. On pose les armes pour s'assurer que l'autre garde l'esprit ouvert. Et c'est ce vide défensif qui permet d'introduire le chapitre 2. C'est ça. La transition est parfaite. Après une consigne de non-action au chapitre 1, on passe à une dynamique très proactive. L'auteur de cet extrait annonce d'ailleurs la couleur avec une formule très solennelle. Il parle du grand secret des relations humaines. Rien que ça. Rien que ça. Le texte dicte ceci: donner des compliments sincères et honnêtes. Le désir d'être important est le moteur le plus profond de l'humain. C'est une affirmation qui a un poids phénoménal quand on y pense. Réduire la complexité de l'humanité à un moteur le plus profond centré sur le désir d'importance, c'est une thèse forte. C'est même la clé de voûte de tout l'édifice conceptuel de ce document. La clé de voûte, ouais. L'expression « le moteur le plus profond » suggère que ce besoin de se sentir important n'est pas un simple caprice social. Ce n'est pas juste une manifestation de l'ego un peu superficielle. C'est vital. C'est une nécessité existentielle. Derrière la majorité des comportements humains, qu'ils soient constructifs ou destructifs d'ailleurs, on retrouve cette quête de validation. Dans tous les domaines de la vie. L'employé qui fait des heures supplémentaires, le scientifique qui publie une recherche complexe, ou même un individu qui adopte un comportement perturbateur dans un groupe, ils cherchent tous, par des moyens différents, à affirmer leur existence et leur valeur aux yeux du monde. C'est fascinant. Posséder cette grille de lecture, ça permet de décoder des situations interpersonnelles qui sembleraient autrement complètement irrationnelles. Absolument irrationnel. Et pour nourrir ce moteur, le texte prescrit un outil spécifique, les, et je cite, compliments sincères et honnêtes. Cette précision adjectivale me semble être le cœur battant de la consigne. Sincère et honnête. Oui, car la frontière entre le compliment et la flatterie manipulatoire, elle est parfois fine dans les interactions sociales. Mais cognitivement, la différence est abyssale. C'est un peu comme comparer un billet de banque authentique et un faux billet grossièrement imprimé, tu vois? L'analogie de la fausse monnaie est très juste. La flatterie, elle est transactionnelle et égocentrée. On veut juste obtenir un truc. C'est une formule creuse, utilisée dans le seul but de soutirer un avantage. Or, le cerveau humain est équipé d'une heuristique de confiance très performante. Il est super doué pour détecter l'incongruité. On le sent quand quelqu'un nous passe de la pommade. Bien sûr, lorsqu'une personne reçoit une flatterie dénuée de fondement réel, ça crée une dissonance immédiate. L'intention manipulatoire est perçue, et l'effet est l'inverse de celui recherché. Au lieu de nourrir le désir d'importance, on braque la personne. Ça insulte l'intelligence de l'interlocuteur, tout simplement. Et ça détruit la confiance.
Le texte insiste sur la sincérité, car un compliment honnête demande un effort cognitif de la part de celui qui l'émet. Ce n'est pas automatique. Non. Il exige de sortir de son propre prisme. Il faut observer attentivement l'autre afin d'y déceler une qualité, un effort ou une compétence spécifique et réelle. C'est ce qui transforme cet outil en une véritable marque de respect. Si on veut illustrer ça concrètement pour quiconque nous écoute, lancer un «tu es vraiment un génie» à un collaborateur simplement parce qu'il a envoyé un email à l'heure, c'est de la flatterie qui sonne creux. La fausse monnaie. L'heuristique de confiance s'effondre. À l'inverse, prendre le temps de dire «la façon dont tu as structuré l'analyse des risques dans ce dossier a permis d'éviter une erreur stratégique majeure». Là, on est sur du concret. Cette demande d'avoir lu, d'avoir compris et apprécié le travail. C'est spécifique, la personne se sent véritablement vue. Et son moteur intérieur est alimenté par une validation factuelle. Et logiquement, cette personne sera infiniment plus disposée à écouter nos propositions par la suite, car un lien de confiance s'est tissé. On ne l'a pas juste flatté, on l'a reconnu. Exactement. Nourrir ce besoin d'importance de manière authentique, ça crée un ancrage émotionnel positif. Si le chapitre 1 évitait de créer des résistances, le chapitre 2 installe une réceptivité active. L'autre est prêt à nous entendre. L'individu n'est plus seulement disposé à écouter, il est validé par la présence de l'autre. Et c'est ce terreau fertile, débarrassé de toute défensive et nourri par la reconnaissance, qui permet d'aborder la phase la plus complexe. La phase ultime de cette stratégie d'influence. Celle exposée dans le 3e chapitre, oui. Révéler une méthode d'une puissance assez redoutable. Oui, le texte ne fait pas dans la demi-mesure ici. Non, l'auteur lance une promesse vertigineuse. Je cite « Celui qui est capable de faire cela a le monde avec lui, le monde entier de son côté, rien de moins. C'est l'ambition maximale. » Et voici la consigne qui suit. Suscitez chez les autres un désir ardent de faire ce que vous proposez en parlant de ce qu'ils veulent et non de ce que vous voulez. Ouf. C'est une injonction qui exige un renversement de perspective totalement contre-intuitif. Parce que notre mode de fonctionnement par défaut, peu importe le contexte professionnel ou personnel, c'est l'égocentrisme communicationnel. C'est clair, on pense d'abord à soi. On est formaté pour exprimer nos propres urgences. On dit « j'ai besoin de ce rapport, je veux que ce problème soit réglé, il faut m'aider avec cette tâche ». On part toujours du jeu. C'est l'inclinaison naturelle de l'esprit humain. Nous sommes les protagonistes de notre propre existence et par conséquent, nos propres besoins nous apparaissent toujours comme la priorité absolue. C'est le centre de notre univers. Cependant, si l'on applique les enseignements du chapitre 2 dont on vient de parler, on réalise que l'interlocuteur est lui-même le protagoniste de sa propre histoire. Il est régi par son propre désir d'importance. Lui parler de ce que nous voulons, ça n'a aucune résonance profonde chez lui. Ça glisse. Pour suivre la consigne du texte et susciter un désir ardent, il faut faire preuve d'une empathie cognitive poussée à l'extrême. C'est-à-dire ? Il ne s'agit pas de compassion émotionnelle. Ce n'est pas pleurer avec l'autre. C'est une gymnastique intellectuelle. La capacité de se décentrer totalement pour cartographier les désirs, les craintes et les motivations de l'autre personne. C'est un véritable exercice de traduction simultanée, en fait. On arrive avec notre propre objectif, disons l'implémentation d'une nouvelle procédure dans une boîte. Ok, prenons cet exemple. Mais au lieu de présenter notre objectif brut, il faut l'encoder dans le langage des désirs de l'autre. Si on pousse cette analyse, comment on réalise cette traduction dans un scénario complexe ? Car comprendre ce que l'autre veut, ce n'est pas toujours évident. Ça requiert une observation minutieuse. Reprenons ton scénario de gestion du changement au sein d'une organisation. Un manager souhaite déployer un nouveau logiciel interne. Très classique. L'objectif caché du manager, ce qu'il veut, lui, c'est d'obtenir des tableaux de bord plus précis pour la direction. S'il approche son équipe en disant « Je veux que vous utilisiez ce logiciel car j'ai besoin de meilleurs rapports de productivité », il va se heurter à l'inertie ou à la résistance. Forcément. La ruche va être bousculée. Pourquoi ? Parce qu'il parle de ce qu'il veut. L'équipe, de son côté, s'inquiète potentiellement de la surcharge de travail, du temps d'apprentissage ou du stress généré par la nouveauté. Leurs préoccupations sont totalement déconnectées de celles du manager. Donc, si le manager applique le chapitre 3, il doit d'abord identifier le désir latent de son équipe. Par exemple, le désir de gagner du temps ou de réduire les tâches administratives répétitives. Ah, je vois. La traduction opère à ce moment précis. Parfaitement. Le manager réarticule sa proposition. Il va dire «
Ce nouveau logiciel va automatiser la saisie de données qui vous prend actuellement des heures chaque semaine. Cela vous permettra de vous libérer de ces tâches fastidieuses et de quitter le bureau plus tôt. C'est brillant. L'objectif final reste le déploiement du logiciel, on est d'accord, mais la proposition est désormais habillée des couleurs du désir de l'autre. Le manager ne demande plus un effort. Il offre une solution à un problème que l'équipe souhaite résoudre. Et c'est en cela qu'il a le monde avec lui, comme dit le texte. L'idée devient irrésistible, car l'intérêt de l'un est parfaitement aligné avec la motivation intrinsèque de l'autre. Ce qui est fascinant dans cette troisième règle, c'est qu'elle montre que l'influence ultime ressemble presque à une disparition de soi. C'est joliment dit. Pour obtenir ce qu'on veut, il faut arrêter d'en parler. Il faut que notre propre désir devienne invisible pour laisser toute la place au désir de l'autre. Ça demande une discipline mentale et un contrôle de soi exceptionnel pour ravaler le « je veux » qui nous brûle les lèvres et le remplacer par une exploration du « que veut-il, lui ?» C'est toute la complexité de l'exercice. Et c'est ce qui démontre la cohérence absolue de ces 3 chapitres. Cette traduction cognitive du chapitre 3, elle est tout bonnement irréalisable si l'on est aveuglé par le ressentiment, l'envie de se plaindre ou de condamner l'autre. Ce que nous enseignait le chapitre 1. Exactement. De la même manière, on ne peut pas identifier ce que l'autre désire profondément si l'on ne lui porte pas une attention sincère, débarrassée de toute flatterie superficielle. Ce qu'exige le chapitre 2. Voilà, ces 3 principes ne sont pas des astuces isolées, que l'on pourrait piocher au hasard. Ils forment une séquence logique, un écosystème d'influence où chaque étape conditionne la réussite de la suivante. Je crois que c'est le moment idéal pour faire une synthèse claire de notre exploration d'aujourd'hui, histoire de consolider ces grilles de lecture psychologique pour quiconque souhaite les appliquer. Allons-y. Si on devait résumer ce système en un processus continu, la première étape, c'est l'endiguement. On s'interdit formellement de secouer la ruche par la critique ou la plainte, afin de ne pas déclencher le système d'alarme et la défensive stérile de notre interlocuteur. On désarme. La deuxième étape, c'est la connexion authentique. On observe avec précision pour formuler un compliment sincère qui vient valider l'existence de l'autre et nourrir son besoin vital de se sentir important. On valorise. Et enfin, la troisième étape, c'est la conversion. Fort de cette confiance et cette ouverture, on étudie les motivations de l'autre pour présenter notre propre proposition, non pas comme notre besoin, mais comme l'outil qui lui permettra de satisfaire ses propres désirs. Cette synthèse met vraiment en lumière l'architecture précise de ce document. L'utilité de ces principes dans un environnement sociétal saturé d'injonctions contradictoires et de conflits latents, elle est inestimable. Ça simplifie énormément les choses. Intégrer ces 3 règles, ça permet de filtrer nos propres réactions émotionnelles lors d'une interaction tendue. Ce n'est pas une méthode pour plier la réalité à sa volonté. Pas du tout. C'est plutôt un cadre pour évoluer avec intelligence émotionnelle au sein de la complexité humaine. C'est l'art de construire des ponts d'intérêt mutuel plutôt que d'ériger des murs de justification. C'est une très belle façon de conceptualiser la chose. Construire des ponts plutôt que des murs. Cependant, l'application de ce dernier principe, le fameux chapitre 3, laisse planer une part d'ombre intellectuelle qui mérite d'être soulevée avant de clôturer notre session d'analyse. Une part d'ombre. Oui, la théorie exige que l'on parle de ce que les autres veulent pour créer ce désir ardent d'agir. Sur le papier, le processus est limpide, mais lorsqu'on le confronte à la réalité brute des relations humaines, on bute parfois sur un paradoxe. Ah, je vois où tu veux en venir. C'est une friction majeure, effectivement. Toute cette mécanique d'influence repose sur le postulat que l'individu ciblé possède une conscience claire de ses propres désirs. Mais que se passe-t-il lorsque la personne en face de nous navigue dans un brouillard cognitif absolu ? Le fameux « je ne sais pas ce que je veux ». Comment aligner notre proposition sur les désirs de l'autre quand l'autre ignore lui-même ce qu'il veut profondément ? C'est le défi ultime. Quand la cible de notre influence est incapable de formuler son propre moteur le plus profond, comment le déchiffrer pour elle sans tomber dans la projection de nos propres envies ? C'est exactement ça. Comment devient-on le miroir révélateur d'un désir enfoui ? C'est une frontière psychologique fascinante qui dépasse même le cadre de ce texte. Ça ouvre des perspectives vertigineuses. Une réflexion très complexe qu'on va laisser en suspens aujourd'hui pour nourrir les pensées et les analyses de chacun lors de futures interactions. L'exploration de ces 3 concepts fondamentaux s'achève ici, en gardant toujours à l'esprit la métaphore fondatrice, bien sûr. La ruche et son miel. La ruche et son miel. Merci pour cette plongée fascinante. À la prochaine.